Le 14 mars 2022, dans un pavillon tranquille de Colmar, en Alsace, une scène parfaitement ordinaire est sur le point de basculer dans l'inexplicable. Imaginez la scène. Léa, une petite fille de 6 ans, est assise par terre, au milieu du salon. Des feutres de toutes les couleurs sont éparpillés autour d'elle sur le parquet clair. Elle dessine avec une concentration intense, une concentration que seuls les enfants peuvent avoir. Mais ce qu'elle dessine n'a rien d'enfantin. Ce n'est pas la maison familiale, ni un soleil souriant, ni même un personnage de dessin animé. Sur sa feuille, elle trace une série de rectangles et de couloirs complexes, un plan architectural d'une précision déroutante. Sa mère, Sophie, s'approche doucement, intriguée par ce travail si appliqué. Elle se penche et lui demande, avec la tendresse d'une mère, « Qu'est-ce que tu dessines, ma chérie ?» Sans même lever les yeux de sa feuille, Léa répond d'une toute petite voix, une voix claire et assurée. C'est là où on cachait le pain pour le voyage du cas. Sophie sourit bien sûr, c'est une jolie phrase, une fantaisie d'enfant, pense-t-elle. Mais quelque chose la retient. La précision du plan qu'elle a sous les yeux et surtout ce mot étrange, « cas », un mot qu'elle n'a jamais entendu, ni à la télévision, ni dans un livre. Un premier doute minuscule mais tenace vient de s'installer. Ce que personne ne peut savoir à cet instant, ni Sophie, ni son mari, ni même les experts que nous consulterons plus tard, c'est que le détail le plus troublant de cette histoire, un seul mot que Léa prononcera, ne trouvera son explication qu'à la toute fin de notre enquête. Et ce mot, je vous le promets, changera absolument tout ce que vous pensez comprendre de cette affaire. Suivez bien ce récit jusqu'au bout, car la clé se trouve dans un détail que l'on ignore toujours au début. Pour comprendre à quel point la situation est anormale, il faut d'abord connaître la famille Martin. Ils mènent une vie paisible, une vie que l'on pourrait qualifier de parfaitement normale. Le père, Thomas, est comptable. La mère, Sophie, est infirmière. Ils n'ont aucun lien particulier avec l'histoire ou l'archéologie. J'insiste sur ce point, il n'y a pas de livre sur l'Égypte ancienne à la maison. Pas de bibelots rapportés de voyage, pas de documentaires regardés récemment en famille. Leur bibliothèque est remplie de romans, de guides de randonnée pour les Vosges, mais rien, absolument rien sur les pharaons ou les pyramides. Léa est une enfant joyeuse, sociable, sans la moindre histoire. La seule chose qui sort un peu de l'ordinaire, c'est son imagination débordante. Mais jusqu'à ce jour, elle s'exprimait par des histoires de princesses et de dragons, pas par des plans de tombeaux égyptiens. Pourtant, ce qui n'était qu'un dessin devient rapidement une obsession. Chaque jour, Léa reprend sa feuille et ajoute des détails. Elle dessine maintenant une cour intérieure, puis une petite pièce qu'elle désigne comme « la pièce pour le tissage ». Elle ajoute un escalier extérieur expliquant qu'il mène au toit pour faire sécher les choses. Ses parents observent, de plus en plus perplexes. D'autres comportements étranges apparaissent. Le matin, en se réveillant, elle se plaint parfois d'avoir trop de soleil dans les yeux, alors que les volets de sa chambre sont presque entièrement fermés. Elle se met aussi à fredonner une mélodie très simple, presque une comptine, faite de quelques notes répétitives, une musique qui semble venir de très loin. Pour Thomas et Sophie, c'est encore le jeu élaboré d'une enfant à l'imagination fertile. Ils ne veulent pas l'inquiéter, ils la laissent faire. Mais la première vraie fissure dans leur rationalité, le moment où le jeu cesse d'être un simple jeu, arrive quelques jours plus tard. Une amie de Sophie passe à la maison pour le café. Elle ne connaît pas bien Léa et lui demande gentiment son prénom. La petite fille la regarde droit dans les yeux, sans l'ombre d'une hésitation, et répond avec un sérieux d'adulte. « Je m'appelle Sénette ». L'amie de Sophie rit, pensant à un surnom ou au personnage d'un jeu. Mais Sophie, elle, ne rit pas. Ce nom, elle ne l'a jamais entendu. Il ne vient d'aucun dessin animé, d'aucun livre que Léa possède. Et la façon dont sa fille l'a prononcé, avec une conviction si profonde, lui glace le sang. Ce n'était pas un jeu. Pour la première fois, Sophie a l'impression que ce n'est pas sa fille qui vient de parler. Le nom Sénette ne sera pas un incident isolé. Au contraire, il va s'installer dans le quotidien de la famille, devenant une sorte d'alter ego pour leur fille. Léa explique maintenant, avec le naturel d'un enfant qui raconte sa journée d'école, qu'elle était une gardienne du lin. Elle ne dit pas tisserande ou couturière, non, le terme est précis, gardienne du lin.
Elle était chargée, dit-elle, de préparer les tissus les plus fins, ceux qui servaient à envelopper les corps pour leur grand voyage. Elle décrit son village, mais là encore, la description est déconcertante. Elle ne cite aucun nom célèbre que l'on pourrait trouver dans un livre pour enfants. Pas de Thèbes, pas de Memphis. À la place, elle utilise des repères visuels, des souvenirs d'une personne qui y aurait réellement vécu. Elle parle d'un village de travailleurs tout près du grand fleuve, juste à côté du rocher qui ressemble à un crocodile endormi. C'est une image d'enfant, mais elle est si spécifique, si concrète, qu'elle en devient troublante. Plus étrange encore, des mots qui n'appartiennent pas au français commencent à s'échapper de son vocabulaire. Un jour, en rentrant de l'école, elle a soif et se tourne vers sa mère pour lui demander du mou. Sophie ne comprend pas. Elle lui propose de l'eau, du jus. Léa s'impatiente et répète du mou. Quelques jours plus tard, à l'heure du goûter, elle réclame du ta. Ces mots mou, ta ne veulent absolument rien dire en français. Mais pour quiconque a étudié, même de très loin, la langue des pharaons, la ressemblance est glaciale. Mou est le terme pour eau en égyptien ancien. Te est le mot pour pain. Imaginez un instant le vertige des parents. Ce ne sont plus des dessins, ce n'est plus un nom inventé. C'est une langue morte, une langue vieille de plusieurs millénaires qui s'invite à leur table de cuisine dans la bouche de leur fille de 6 ans. Comment une enfant de Colmar en 2022 peut-elle connaître des mots que seuls quelques spécialistes dans le monde utilisent encore? L'hypothèse de l'invention ne tient plus. Inquiets, mais soucieux de ne pas effrayer Léa, Thomas et Sophie décident qu'ils ne peuvent plus gérer cela seuls. Ils doivent comprendre, mais sans la brusquer. Ils choisissent la discrétion. Leur premier contact est un homme de confiance, un professeur d'histoire à la retraite qui vit dans leur quartier, un homme sage et cultivé. Ils l'invitent pour un café, lui montrent les dessins, lui racontent les histoires de scénettes, les mots étranges. L'homme écoute attentivement, le front plissé. Il examine les plans, pose quelques questions à Léa, qui répond avec son assurance déconcertante. Au bout d'1 heure, le verdict du vieil enseignant est humble et sans appel. Cela me dépasse complètement. Il leur confie qu'il n'a jamais rien vu de tel, mais il sent que ce n'est pas une simple fabulation. C'est lui qui leur donne le contact qui va tout changer. Le docteur Antoine Keller, un égyptologue reconnu de l'université de Strasbourg, à moins d'1 heure de route de chez eux. Contacter un universitaire de ce calibre n'est pas une mince affaire. Sophie hésite, puis prend son courage à 2 mains. Au téléphone, la réaction du docteur Keller est exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre. Un scepticisme poli teinté d'une légère lassitude. En tant qu'égyptologue, il doit recevoir des dizaines d'appels de personnes persuadées d'avoir été Cléopâtre ou Ramsès II. Il écoute l'histoire de Sophie, les dessins, le nom Sénète, les mots en langue ancienne. Il reste courtois, mais on sent bien qu'il classe l'affaire dans la catégorie des histoires fantaisistes. Cependant, par conscience professionnelle et peut-être intrigué par la sincérité évidente dans la voix de la mère, il accepte une chose, un court appel vidéo. Pas de déplacement, juste quelques minutes pour, pense-t-il, rassurer une famille inquiète et clore le dossier. L'appel vidéo a lieu le lendemain. Le visage du docteur Keller apparaît sur l'écran de l'ordinateur familial. C'est un homme d'une 50aine d'années, au regard vif et intelligent. Après les présentations, il s'adresse directement à Léa avec une grande douceur. Il ne la questionne pas sur ses souvenirs, il ne cherche pas à la piéger. Il lui fait une simple demande. « Bonjour Léa, ta maman m'a dit que tu fais de très jolis dessins. Est-ce que tu pourrais me dessiner ta maison de l'époque ?» Léa hoche la tête, prend ses feutres et une feuille blanche. Et là, sous les yeux du spécialiste, en quelques minutes, la fillette trace un plan qui le laisse absolument sans voix. Ce n'est pas un palais, ni une pyramide, comme on pourrait s'y attendre de la part d'un enfant qui invente. C'est une modeste maison, longue et étroite. Elle dessine l'entrée, la première pièce principale, puis une seconde, une cuisine à l'arrière avec l'emplacement de l'âtre et même un escalier menant au toit. Le docteur Keller reste silencieux. Son expression a changé. Le scepticisme a laissé place à une stupeur totale. Car ce que Léa vient de dessiner, avec une précision architecturale parfaite, c'est le plan type d'une maison d'artisans du village de Deir el Médina durant la période du Nouvel Empire, il y a plus de 3000 ans.
La disposition des pièces, les proportions, l'emplacement du foyer, tout correspond exactement au relevé archéologique effectué sur le site. Le jeu d'enfant vient de prendre une toute autre dimension. Le docteur Keller, de l'autre côté de l'écran, est resté muet pendant de longues secondes. Le regard habituellement vif de l'universitaire était remplacé par une expression d'incrédulité totale. Pour lui, ce n'était plus une simple curiosité. L'hypothèse d'une coïncidence venait de voler en éclats. L'enquête, si l'on peut l'appeler ainsi, prend alors une tournure bien plus concrète, mais aussi plus sombre. Car en même temps que l'intérêt des scientifiques s'éveille, la tranquillité de Léa, elle, commence à se briser. La fillette se met à faire des cauchemars récurrents, des nuits agitées qui inquiètent profondément ses parents. Elle ne crie pas, elle ne se réveille pas en sursaut. Elle parle en dormant, d'une voix angoissée, presque suppliante. Et les mots qui reviennent sont toujours les mêmes. Elle parle d'une boîte cassée et, plus précisément, d'un scarabée bleu qu'elle a perdu. Pour Thomas et Sophie, c'est insupportable. Voir leur fille si tourmentée dans son sommeil est une épreuve. Ils décident de faire quelque chose de très simple, de très pragmatique. Ils ne cherchent pas une preuve de réincarnation, ils cherchent juste à rassurer leur enfant. Ils se disent que ce scarabée bleu doit être un vieux jouet, un bijou fantaisie oublié, dont le souvenir remonte et alimente ses mauvais rêves. Pour la calmer, il faut le retrouver. C'est ainsi qu'un samedi après-midi pluvieux, ils montent au grenier. Un grenier classique de maison alsacienne, avec ses poutres apparentes, l'odeur de la poussière et du bois ancien. Ils fouillent dans de vieux cartons, des boîtes à chaussures remplies de souvenirs d'école, des jouets d'enfance. Rien. Alors qu'ils sont sur le point d'abandonner, Thomas remarque une vieille malle en bois cerclée de fer, qui avait appartenu à une arrière-grand-mère. Une aïeule dont la famille se souvenait vaguement qu'elle avait voyagé, qu'elle était allée en Égypte dans les années 1920, à l'époque où cela était une véritable aventure. Avec une curiosité mêlée d'un nouvel espoir, il force la serrure rouillée. À l'intérieur, parmi des robes démodées et des lettres jaunies, il trouve une petite boîte en bois sombre, presque noire, finement travaillée. Le cœur battant, Sophie soulève le couvercle. À l'intérieur, reposant sur un lit de velours pourpre usé par le temps, se trouve un scarabée en faïence d'un bleu profond, brisé net en 2 morceaux. La coïncidence est si parfaite, si littérale, qu'elle dépasse l'entendement. C'est la boîte cassée des cauchemars, contenant le scarabée bleu perdu. Ils redescendent et présentent l'objet à Léa qui est en train de jouer dans le salon. La réaction de la fillette est immédiate et spectaculaire. Elle ne montre ni surprise ni excitation. Elle prend les 2 morceaux du scarabée dans sa main, les serre contre elle et un calme profond s'empare d'elle. Ce soir-là et les nuits suivantes, les cauchemars cessent complètement. Pour ses parents, le doute n'est plus permis. Ils tiennent là une preuve matérielle, un lien tangible entre le passé et le présent. C'est ici que notre histoire connaît sa première grande revirolta, son premier retournement de situation. Pleins d'une certitude nouvelle, les parents envoient une photo de l'objet au docteur Keller. Ils s'attendent à une confirmation, à ce que l'expert valide leur découverte extraordinaire. La première réponse de l'égyptologue va dans ce sens. Il confirme qu'il s'agit bien d'un scarabée de style égyptien, une amulette funéraire très courante. Mais il demande à l'examiner de plus près, ou du moins à recevoir des photos de meilleure qualité sous tous les angles. Quelques jours plus tard, son verdict final tombe et il est aussi froid et tranchant qu'une lame de scalpel. C'est une copie. Le docteur Keller explique que, d'après la qualité de la faïence, les traces de moulage et le style de la gravure, le scarabée est sans aucun doute une imitation pour touristes, fabriquée en grande série au Caire au début du XXe siècle. C'est le genre de souvenir que l'arrière-grand-mère de Léa aurait pu acheter pour quelques francs dans n'importe quel souk. Il s'en vendait des milliers. L'explication la plus simple, la plus rationnelle, semble alors s'imposer d'elle-même. Keller leur parle alors d'un phénomène psychologique bien connu, la cryptomnésie. Imaginez que Léa, toute petite, ait vu cet objet en fouillant dans les affaires de la famille. Le souvenir s'est enfoui dans sa mémoire, totalement oublié par sa conscience. Des années plus tard, son imagination fertile d'enfant se serait emparée de cette image latente, le scarabée bleu brisé, et aurait construit, pièce par pièce, toute cette histoire complexe de Sénète et de l'Égypte ancienne. L'affaire semble donc résolue. C'est une explication logique, scientifique, qui rassure tout en décevant profondément.
Le mystère s'effondre. Il n'y a pas de vie antérieure, juste un tour de passe-passe de la mémoire humaine. Mais alors, une question demeure, immense et incontournable. Si tout n'est qu'une construction mentale basée sur un souvenir oublié d'un bibelot sans valeur, comment expliquer tout le reste? Comment expliquer sa connaissance stupéfiante de l'architecture précise d'une maison de Deir el-Médine? Comment expliquer le métier si spécifique de gardienne du lin? Et surtout, comment expliquer l'utilisation de mots d'une langue morte, comme mou pour l'eau et ta pour le pain? La solution facile laisse les questions les plus importantes sans la moindre réponse. Le faux scarabée était une déception, mais pour un esprit scientifique comme celui du docteur Keller, c'était aussi une clarification. Il avait éliminé une piste facile, une explication simple qui ne tenait pas la route. Et c'est souvent en éliminant les fausses réponses que l'on se rapproche de la vérité. Malgré la conclusion rationnelle sur le scarabée, le professeur Keller est désormais bien trop intrigué pour abandonner. Les détails restants sont trop précis, trop inexplicables. Le plan de la maison, les mots en égyptien ancien et surtout ce nom, Senet. Ce nom associé au village très spécifique de Deir el-Médine, le Turlupine. Il tourne et retourne cette information dans sa tête. Ce n'est pas un nom de reine ou de pharaon. C'est un nom simple, commun, et c'est justement cela qui le rend si crédible et si difficile à vérifier. Il prend alors une décision qui va relancer toute l'affaire. Il décide de faire appel à ses confrères, ceux qui sont sur le terrain au plus près des sources. Il rédige un courriel prudent et mesuré adressé à un de ses collègues de l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, basé au Caire. C'est l'une des institutions les plus respectées au monde en matière d'égyptologie. Dans son message, il explique la situation de manière très factuelle, sans mentionner de réincarnation ou de phénomène paranormal. Il demande simplement si, dans les archives du site de Deir el-Médine, il existerait une trace, même infime, d'une femme nommée Senet qui aurait pu travailler dans le textile durant le Nouvel Empire. Il sait que sa demande est comme chercher une aiguille dans une botte de foin millénaire. Pendant ce temps, à Colmar, la famille Martin prend une décision tout aussi importante, mais d'une nature bien différente. Ils voient que l'agitation, même bienveillante, autour de leur fille, commence à peser sur elle. Leur priorité absolue est de la protéger. Ils décident d'un commun accord de ne plus lui poser de questions directes sur Sénet ou sur l'Égypte. Ils la laissent vivre sa vie de petite fille de 6 ans, jouer avec ses poupées, courir dans le jardin, dessiner des soleils souriants. Ils ont donné leur accord pour que les recherches du docteur Keller continuent, mais à une seule condition, que l'anonymat de leur famille soit totalement préservé. C'est une démarche que nous respectons scrupuleusement dans ce récit en utilisant des prénoms d'emprunt pour Léa, Sophie et Thomas. Leur courage et leur discrétion sont exemplaires. Les semaines passent, la vie reprend son cours. Léa semble peu à peu oublier ses souvenirs d'Égypte. Elle ne parle plus de Sénet, ne fredonne plus sa mélodie étrange. Tout semble rentrer dans l'ordre. Le docteur Keller lui-même commence à douter, se demandant s'il ne s'est pas laissé emporter par une histoire fascinante mais sans fondement. Et puis, un matin, un courriel arrive du Caire. C'est la réponse de son collègue de l'IFAO. Et cette réponse est la seconde reviravolta de notre histoire, celle qui fait basculer le mystère dans une autre dimension. Le message commence par une déception. L'égyptologue du Caire est formel. Après vérification des registres principaux, des stèles funéraires et des documents officiels connus, il n'existe aucune trace d'une femme nommée Sénet à Deir el-Médine. Le cœur du docteur Keller se serre. C'était donc une impasse. Mais le courriel n'est pas terminé. Le chercheur ajoute une phrase qui va tout changer. Il explique que, par curiosité, son équipe a examiné des archives moins formelles, des documents du quotidien. Et c'est là, sur un ostracon, qu'ils ont trouvé quelque chose. Prêtez bien attention à ce qui suit, car le détail est crucial. Un ostracon n'est pas un papyrus royal, c'est un simple éclat de poterie ou de calcaire que les Égyptiens utilisaient comme un brouillon, un bloc-notes. C'est sur l'un de ces modestes fragments que les chercheurs ont trouvé une liste de travailleurs. Parmi les noms de tailleurs de pierre et de scribes, une ligne a attiré leur attention. Elle mentionne une femme nommée Sen-Djemet. Et à côté de son nom, son titre, il peut être traduit par « responsable des tissus fins ». Le docteur Keller relit la phrase plusieurs fois. Une femme, à Deir el-Médine, à la bonne période, qui travaillait précisément dans la confection des tissus pour les tombeaux.
La correspondance avec la gardienne du lin décrite par Léa est déjà stupéfiante. Mais le plus incroyable est encore à venir. Son collègue ajoute une note linguistique à la fin de son message. Le nom Senjemet, assez long, était souvent raccourci dans la vie de tous les jours. Le diminutif courant, l'équivalent de notre Léo pour Léonard, était Senet. La confirmation est là, écrite noir sur blanc, venue du Caire. Une femme nommée Senet a réellement existé, exactement au bon endroit, à la bonne période, et exerçait la profession exacte décrite par une fillette de 6 ans à des milliers de kilomètres de là. La probabilité qu'une enfant invente par pur hasard un nom, un lieu, une profession et une époque qui correspondent si parfaitement à une obscure mention sur un éclat de poterie est si faible qu'elle est mathématiquement quasi nulle. La question n'est plus de savoir si Léa a inventé une histoire. La question, désormais vertigineuse, est de savoir comment elle a eu accès à une information aussi précise, aussi enfouie dans les sables du temps. Nous avons donc les faits. Un plan de maison d'une exactitude déconcertante, des mots d'une langue morte prononcés par une enfant, un nom et une profession attestés par une découverte archéologique obscure. Le faux scarabée n'était qu'une piste trompeuse, un hasard déroutant qui nous a un temps éloignés de la véritable énigme. Nous ne prétendons pas ici prouver quoi que ce soit de surnaturel. Nous nous contentons de poser les pièces du puzzle les unes à côté des autres. Et la pièce maîtresse, celle que je vous ai promise au tout début de ce récit, est ce mot, un seul mot que Léa a prononcé en réalisant son tout premier dessin. Un mot qui, une fois compris, relie tous les autres points d'une manière absolument vertigineuse. Prêtez attention à ce qui suit, car c'est ici que l'histoire dépasse l'entendement. Le docteur Keller, sentant qu'il approchait du cœur du mystère, a demandé à revoir une photo du tout premier dessin de Léa, celui qui avait tout déclenché. Sur son écran d'ordinateur, il zoome sur un petit rectangle que la fillette avait dessiné un peu à l'écart du plan principal de la maison. C'était un détail que tout le monde avait ignoré jusque-là. Il a alors appelé Sophie et lui a posé une question d'une importance capitale. Il lui a demandé de se souvenir avec la plus grande précision possible de la phrase exacte que sa fille avait prononcée ce jour-là. Sophie a fermé les yeux un instant pour se reconcentrer. Elle avait dit « C'est là où on cachait le pain pour le voyage du Ka ». C'était la phrase qui avait marqué les esprits. Mais elle avait ajouté un autre mot, un nom pour ce lieu que personne n'avait compris sur le moment et qui avait été balayé comme un autre son étrange. Après un silence, la mère s'en est souvenue. Le mot était « Père Medjat ». Un frisson a parcouru le docteur Keller. Il a alors expliqué à la famille ce que ce terme signifiait. Père Medjat n'est pas un lieu commun, ce n'est pas une cuisine ou une chambre. En égyptien ancien, cela signifie littéralement la maison des livres ou, plus précisément pour l'époque, les archives. C'était le lieu, à Dey el-Médineh, où les scribes conservaient les registres administratifs, les plans des tombeaux et les listes de paye des travailleurs. Des listes qu'ils notaient souvent sur quoi? Sur des ostrakas, ces fameux éclats de poterie. La boucle était sur le point de se refermer d'une manière foudroyante. L'éclat de poterie mentionnant le nom de Senjemet, alias Senet, la gardienne du lin, a été retrouvé par les archéologues dans les décombres de ce qui est aujourd'hui formellement identifié comme étant les archives du village. La mémoire de Léa ne portait pas seulement sur une personne ou sur une maison. Elle portait sur le lieu même où la preuve écrite de son existence était conservée depuis plus de 3000 ans. Aujourd'hui, la famille Martin a cessé toute investigation. Sur les conseils du docteur Keller et pour leur propre tranquillité, ils ont refermé la porte sur ce passé lointain. Léa a retrouvé une enfance tout à fait normale. Ses dessins de plans égyptiens ont été remplacés par des dessins de fleurs et d'animaux, et ses souvenirs de Senet se sont estompés, comme un rêve au réveil. Protéger son équilibre et son innocence était et reste leur priorité absolue. Ce cas, bien que désormais fermé pour la famille, ouvre une fenêtre fascinante sur les mystères de la mémoire humaine, de la conscience, des phénomènes qui défient encore notre science et notre compréhension du temps. Il nous rappelle que les histoires les plus incroyables ne sont pas toujours écrites sur des papyrus royaux ou gravées dans la pierre des temples, mais qu'elles se cachent parfois dans les murmures d'un enfant en train de dessiner sur le parquet d'un salon. L'histoire de Léa est unique, mais elle n'est pas la seule.
D'autres récits, tout aussi troublants, existent à travers le monde et attendent d'être racontés avec la même rigueur et le même respect. Si ces enquêtes aux frontières de notre savoir vous intéressent et que vous souhaitez explorer d'autres cas qui remettent en question nos certitudes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Laissez un commentaire ci-dessous si cette histoire a résonné en vous. Nous lisons attentivement chacun de vos retours. Car les plus grands secrets ne sont pas toujours enfouis sous le sable, mais parfois au plus profond de nous.